musulman ne nous a pas rejoints, et pour qu'il y ait l'équité parfaite, j'ai passé à Xavier Lacroix la parole tout de suite. Xavier Lacroix est philosophe, théologien, professeur d'éthique à l'Université catholique de Lyon, également membre du CCNE. Un quart d'heure d'intervention, on aura comme cela une demi-heure, un peu plus de demi-heure, pour vous interroger, et je crois que comme ça, chacun aura été traité de la même façon. Je vous donne la parole. Merci, M. le Président. Je vais tenir à mon temps. Merci de m'avoir invité. Je commencerai en prenant le contre-pied d'un lieu commun par lequel on résume parfois les positions de l'Église catholique sur ces questions par une série de noms. En fait, centralement, la position de l'Église est celle d'un oui fondamental à la médecine, à la recherche, aux multiples formes de thérapie. En 1983, le pape Jean-Paul II affirmait « La médecine est une forme éminente, essentielle du service de l'homme ». L'Église approuve sans réserve les grands principes mis en œuvre actuellement dans le droit français, comme celui de l'indisponibilité du corps humain, corrélatif de celui de dignité de la personne, appelant le consentement éclairé. Et elle se réjouit de voir progresser la recherche en maint domaine, tout particulièrement dans celui des cellules souches non embryonnaires. L'Église ne se prétend pas porteuse d'un savoir particulier, d'une science supplémentaire, reçue par je ne sais quel esprit infus. Sa fidélité à l'écriture et à la tradition la rendent surtout vigilante, sont vécues par elle comme un appel à la vigilance. Cette vigilance consiste à attirer l'attention sur certaines dimensions de la dignité humaine qui peuvent être perçues par l'intelligence, mais que les pressions culturelles et sociétales peuvent conduire à négliger. Son intuition centrale est celle d'unité de la personne humaine. Dès le commencement, elle s'est opposée aux différentes formes de dualisme qui dissocient le corps et l'esprit. Et en réalité, ce dualisme réapparaît de nos jours. Chaque fois que le corps humain, même en ses commencements, est perçu comme un instrument au service de visées techniciennes, fût-elle médicale. De la reconnaissance donc de ces deux principes de dignité et d'unité de la personne humaine découle l'affirmation du respect qui est dû à la vie humaine à tout stade de son développement, même lorsque l'autonomie est très faible ou quasi nulle. À ces deux principes s'ajoute un troisième, celui de cohérence de la filiation. En effet, nous parlons de naissance, et que l'enfant naisse de l'union de deux corps, au minimum de deux cellules, masculines et féminines, est chargé de sens et de valeur. Les trois dimensions, biologiques, sociales et affectives de la filiation, ne doivent pas être dissociées a priori. Nous sommes dans une culture et une civilisation où la dimension interpersonnelle des liens familiaux est mise en avant, et nous pouvons nous en réjouir. Eh bien, il est de la responsabilité du législateur de soutenir l'institution qui assure la cohérence entre ces liens. Puisque ce sont des liens qui sont en jeu, ils sont nécessairement institués. Et on ne peut pas s'en tenir donc au principe anglo-saxon, de plus en plus prégnant même chez nous, du libre choix individuel. Le lien social, vous le savez, passe par la sauvegarde d'un socle anthropologique commun. Voilà donc pour les principes fondamentaux. Maintenant, je m'en tiendrai donc juste à quelques points qui ont été annoncés par vous-même comme devant être objet de la révision des lois de bioéthique. Le premier donc concerne l'assistance médicale à la procréation. Je ne reprends pas l'ensemble du dossier qui, comme vous le savez, suscite des réserves de principe, de fond de la part de la parole magistérielle. Mais je me limiterai à deux points sur lesquels le débat est annoncé comme ouvert. Premièrement, donc, l'ouverture de l'assistance médicale aux personnes célibataires. On en a parlé aujourd'hui. Jusqu'à présent, l'exigence de 2 ans de vie commune, même bien légère et fragile, avait au moins le mérite de rappeler que l'enfant né d'une union a intérêt à grandir en étant élevé par un couple, en principe le couple parental. Je rappellerai ici l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui rappelle que, je cite, « Dans la mesure du possible, l'enfant a le droit de connaître ses origines
ses parents et d'être élevé par eux. Un principe de méthode qui me paraît très important. Une chose est de gérer des situations de fait, une autre est d'instituer. Prévoir dans le droit, a priori, qu'une personne isolée puisse avoir recours à l'AMP, cela reviendrait, j'ose le dire, à établir une discrimination entre les enfants. Il serait d'avance légitimé que des milliers d'enfants pourraient être privés de ce bien élémentaire qui est d'avoir un père et une mère. L'ouverture de l'AMP aux couples homosexuels poserait le même problème. La problématique partirait des adultes, des scénarios imaginés par leur affectivité et non de l'intérêt de l'enfant. Nous connaissons avec précision, et la littérature psychologique la plus rigoureuse surabonde dans ce sens. Nous nous rappelons tous qu'un enfant doit au fait d'être élevé par un homme et une femme, dans un jeu subtil d'identification à l'un puis à l'autre selon son sexe. Cela est archi connu. Par rapport à cela, l'évocation lointaine et brumeuse d'enquêtes statistiques, généralement américaines, que personne n'a lues, qui prouveraient que ces enfants n'ont pas plus de problèmes psychologiques que les autres, si tant est que cela ait un sens, ne peut pas remplacer cette connaissance précise. J'ai publié, et je ne suis pas le seul, des critiques sévères de ces enquêtes, dont tous ceux qui les ont examinées de près reconnaissent qu'elles ne prouvent rien, strictement rien. En vérité, toute dissociation entre les différentes dimensions de la parenté, biologique, sociale, affective, introduit autant de discontinuité, de rupture dans la vie de l'enfant. Le droit doit être garant de la cohérence et de la lisibilité de la filiation. Oui, cohérence et lisibilité, j'insiste. Le brouillage dans la signification des mots père et mère qui verraient leur sens se diluer ne me paraît pas être une attitude socialement responsable. Ne nous paraît pas, en tant que catholique, être une attitude socialement responsable. Voilà par rapport au PMA. Pour les mères porteuses ou de substitution, la légalisation